Bonjour à tous et merci de votre fidélité à Event News TV. Actualité oblige, nous recevons aujourd'hui sur notre plateau dans le cadre de notre émission Direct présidentielle 2015, Monsieur Joël Etienne, coordinateur général de la Coalition nationale pour le changement CNC. Il vient d'être installé. Joël Etienne est le représentant légal du candidat Kouadio Kona Bertin Dikakabe. Et il est aussi un militant très actif du PDCI RDA, mais en même temps, il est communicateur. Bonjour, M. Joël Etienne. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi. Avec lui, nous recevons aussi Dr Martial Ahipo. Martial Ahipo est le président de l'Union pour le développement et la liberté, UDL. Il est candidat au présidentiel d'octobre prochain. Et on sait que le docteur Martial Ahipo est membre du directoire de la CNC. Docteur, merci aussi d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Merci. C'est moi qui vous remercie. Et c'est par vous qu'on va commencer, docteur. On va commencer cet entretien en vous demandant si, en arrivant d'Abidjan avec l'épisode tumultueux qu'on a connu avec une installation ratée de la CNC ici, est-ce que tous les différends sont désormais aplanés? Oui, absolument. Nous avons rencontré Christian Babé et le président Lebeau dès le lundi. Nous nous sommes entretenus. Je pense qu'on s'est compris. La contradiction principale n'est pas entre nous. La contradiction principale, c'est Ouattara qu'il faut déloger de la présidence par des élections libres et démocratiques, inclusives, transparentes au soir du 25 octobre. Je pense que cela nous a permis de bien asseoir les choses et finalement, on s'est bien compris. Voilà. Merci. Monsieur Joël Etienne, Oui. vous venez d'être installé coordonnateur général de la CNC France, ce qui est à la vérité une lourde responsabilité, vous le savez vous-même. Comment vous avez accueilli cette mission et que comptez-vous mettre en place pour fédérer autour de vous toutes ces grosses têtes qu'il y a dans la diaspora? Merci pour cette question. Je voudrais avant tout remercier le docteur, M. Ahipo. Nous avions, il y a 2 ou 3 mois en arrière, anticipé cette mise en place pour permettre à la CNC nationale de savoir que désormais, nous, Ivoiriens de la diaspora, nous sommes aptes et prêts au combat. Donc on avait un peu anticipé. Donc ça a failli créer un peu d'incompréhension, mais par le biais du docteur, hier, à la suite d'une concertation, d'une réunion, les choses ont été clarifiées. Qu'est-ce que je compte mettre en place? Ici, nous avons des têtes pensantes, parmi lesquelles vous-même et bien d'autres. Je crois qu'il suffit seulement de savoir tendre la perche. Et comme la cause aujourd'hui, c'est comment faire pour faire partie Ouattara du pouvoir et que la majorité, vraiment je dis bien la majorité adhère, je crois qu'il suffit seulement d'un petit coup d'accélérateur. Et c'est en cela que je voudrais remercier tous ceux qui ont contribué à cette mise en place. Et merci aussi au docteur qui est en train de me donner le b.a.-ba, les outils nécessaires pour que je puisse commencer ce travail qui, ma foi, bon, quand je sais que c'est Ouattara qui doit partir, pour moi, ce n'est pas une lourde responsabilité. Merci à l'AIPO. Vous avez certainement donné une feuille de route au nouveau coordonnateur de la CNC en France. Alors, quelle est cette feuille de route et qu'est-ce que vous lui avez demandé de faire? La CNC a été créée pour qu'on ait des élections démocratiques, en tout cas réunir les conditions de la transparence totale. Et nous savons le poids que représente la France dans notre électorat. C'est pratiquement 60% de la diaspora ivoirienne. Donc il faut nécessairement mener un triple combat. D'abord un combat communicationnel pour que les éléments qui sont contenus de la charte soient bien connus, non seulement de l'électorat ivoirien ici, mais aussi des décideurs. Et puis ensuite un combat organisationnel, faire en sorte que le maximum de camarades électeurs soient inscrits sur les listes et attendre le mot d'ordre de la CNC, parce que si les conditions sont réunies, bien entendu, on ira à ces élections pour battre Ouattara dès le premier tour. Et puis enfin, il y a un travail diplomatique énorme qu'il faut faire. Et donc, on s'est bien compris. Au niveau de la CNC, on souhaite que tous les camarades, tous les frères et sœurs de la diaspora prennent leurs responsabilités. Nous ne sommes pas là pour regarder, chercher des poux dans la tête des uns et des autres. Nous savons certainement et nous savons absolument que les Ivoiriens de la diaspora ont fait preuve de détermination
bien avant la mise en place de la CNC. Tout ce qu'aujourd'hui on souhaite, c'est que ce canal-là devienne commun et qu'ensemble on puisse mener ce combat-là. Docteur Marcel Aïpo, on va continuer avec vous. Récemment, une de vos collaboratrices, résidant en France ici, a été sauvagement agressée. La nouvelle a couru, on n'a jamais eu les raisons. Qu'est-ce qu'il a fait? Vous êtes là, est-ce que vous l'avez rencontré? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Oui, effectivement, Annabelle, qui est ma porte-parole principale, a été l'objet d'une violente attaque. Elle allait accompagner des amis. Il y a un individu qui lui a fait une queue de poisson. Et lorsqu'elle a voulu descendre pour savoir de quoi il s'agissait, ils n'ont même pas eu le temps, qu'elle a reçu 2 coups. Et aujourd'hui, elle est dans un état suffisamment grave, parce qu'elle est en train de passer des moments très difficiles. Nous sommes en prière pour que les choses se passent très bien. Mais en tout cas, pour nous, c'est tout à fait bizarre. Je ne pense pas que ce soit une agression qui ne soit pas liée aux activités que nous sommes en train de mener. Annabelle n'a jamais fait de politique. C'est la première fois qu'elle rentre sur ce terrain-là, excédée par ce qui se passe à Abidjan. Et elle a souhaité m'accompagner dans mon combat. Et je suis véritablement peiné de ce qui lui arrive en ce moment. Merci. Joël Etienne, on va revenir à vous. La France est qualifiée de capitale de la diaspora. En fait, c'est ici que tous les hommes politiques convergent. Et vous, vous avez la responsabilité de diriger la CNC France. Les autres capitales vous regardent. Quel est le message que vous voulez lancer? Mais je crois que le problème, c'est un problème d'unité. Je voudrais profiter de cette question pour lancer un appel à tous ceux qui me regardent, que Ouattara et ses affidés sont en train de s'organiser pour tricher. Mais si nous sommes véritablement unis, nous sommes déjà unis, nous en France, on est en train de s'organiser. Tous ceux qui sont en Angleterre, aux États-Unis, que le docteur a installé, il faut que nous prêchions l'unité, parce que sans ça, Ouattara va se permettre encore de prendre un 2e mandat. Donc l'unité, rien que l'unité, unissons-nous, unis, nous serons forts. Je dis, il faut qu'on soit unis. Ça, c'est vraiment le langage. L'unité pour battre votre adversaire commun qui est le président Alassane Dramane Ouattara. Voilà, il est très vulnérable, il faut qu'on le batte. Merci beaucoup. Docteur Marcel Aïpo, on revient à vous. Au lendemain de la création de la CNC, beaucoup de couacs ont été entendus, vus ça et là, notamment au sein de la coalition. D'abord, le refus inexpliqué du ministre Amara ici. Non, il n'y a pas eu de refus. Oui, on va venir à ça, mais vous allez vous expliquer là-dessus, de signer la charte de la CNC, on n'a rien compris. Et puis ensuite, il se raconte aussi qu'il a émis des réserves. C'est quoi ces réserves? Vous allez nous les dire. Ensuite, il y a eu l'épisode des marches éclatées de la jeunesse qui se réclament de la CNC. Ces jeunes ont été abandonnés à leur sort et malheureusement aujourd'hui, certains sont en prison, d'autres sont rentrés dans la clandestinité. Alors, on a comme le sentiment que ceux qui disent que la CNC est un panier à crabes et des serpents ont raison. Non, pas du tout. La CNC est une structure bien pensée, avec une stratégie qui consiste à organiser le combat du peuple ivoirien à l'étape actuelle. Nous avons signé la charte. Il faut dire clairement que si même moi j'ai rédigé la déclaration de politique générale après avis de l'ensemble des amis, le camarade Jean-Baptiste Yavo, délégué personnel de M. Essi Amara, c'est celui qui a été responsable quant à la mise en forme juridique. Donc pour vous dire que l'équipe d'Essi Amara a participé depuis le départ à la mise en place de cette coalition-là. Il se trouve qu'il n'est pas en Côte d'Ivoire depuis pratiquement 2 mois. Et nous avons souhaité que ce soit un engagement personnel des personnalités vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. Il n'était pas question, en tout cas pour nous, qu'un individu, fût-il même représentatif de l'équipe d'Essi Amara, signe à sa place. Et donc, on a souhaité l'attendre quand il reviendra au pays, parce que vous savez très bien qu'il a été invité en Afrique du Sud comme invité spécial par rapport à ce qui s'est passé d'un point de vue historique entre les relations entre la Côte d'Ivoire et l'ANC. Et puis aujourd'hui, il a été celui qui a été le facilitateur dans la crise burundaise. Il est appelé au niveau de l'Afrique australe à régler le problème du faux coup d'État monté de toutes pièces par le président pour pouvoir rester au pouvoir. Donc ces engagements internationaux
l'ont encore éloigné quelque peu de la Côte d'Ivoire. Mais ça ne veut pas dire que M. Issy Amara n'est pas partie prenante de notre combat. Bien entendu, il a expliqué sur RFI et qu'il est entièrement engagé sur tous les points de la plateforme, les 10 protocoles sur lesquels nous sommes d'accord. Il a certainement dit qu'il y a quelques petits réglages. Les petits réglages, c'est quoi en fait? C'est comment faire pour que de façon consensuelle, on ait un candidat à la dernière minute. Mais ça, c'est à la dernière minute. Ce n'est pas maintenant. Le plus important, la première partie de notre combat, c'est faire en sorte que les conditions de la transparence et de la, je veux dire, de l'inclusivité de tous soient unies pour qu'on parte à ces élections. Vous savez très bien qu'une élection organisée par M. Bakayoko Youssouf, avec la sécurité par un autre Soumaïla Bakayoko, Ahmed Bakayoko, ministre de l'Intérieur, l'autre Bakayoko de la RTI, bon, vous savez très bien que ça fait un peu rattrapage super ethnique. Et pour nous, dans ces conditions, les conditions contextuelles ne sont pas réunies. D'un autre côté, quand on met à la tête du Conseil constitutionnel celui-là même qui a été le secrétaire général adjoint des Forces Nouvelles pour choisir le candidat contre Ouattara, on est très inquiet. L'application de l'article 35 peut aller dans tous les sens. Donc à partir de ce moment-là, nous considérons qu'il faut réunir les conditions techniques, réunir les conditions aussi, si vous voulez, de la réconciliation, pour qu'ensemble on puisse décider dans quel contexte on va faire ces élections-là. Donc finalement, une fois qu'on a réussi cela, bon, le reste, ça viendra. On a eu quelques petits problèmes, juste un petit problème de tactique avec la jeunesse. Il faut préciser que la coalition nationale de la jeunesse pour le changement a été créée longtemps avant la CNC. Donc c'était une structure qui existait. Fort heureusement, l'ensemble des structures qui ont participé à la mise en place de cette coalition de la jeunesse-là sont parties prenantes aujourd'hui de la CNC. Donc il y a deux moments qu'il faut faire. Faire en sorte que cette jeunesse-là corresponde nominalement et intégralement à la jeunesse de la CNC. Donc mettre ensemble toutes les jeunesses des organisations signataires ou non signataires ou participantes. Et puis dans un deuxième temps, voir comment elle peut participer. Or, cette structure avait déjà programmé depuis près de 2 mois cette marche du 9 juin. On a souhaité éventuellement une coordination parce qu'on préparait la sortie. Mais je pense que moi, je n'étais pas à Abidjan. On n'a pas pu s'entendre et la marche a eu lieu. Et ça fait un peu désordre. Mais ça fait désordre. Est-ce que vous avez jugé les communiqués qui sont venus pour désavouer ces jeunes? Non, disons que, vous savez, moi, je ne vais pas me prononcer sur les communiqués. Parce que ce qui est important, c'est ce qui ressort à la conférence du 13. À la conférence du 13, M. Akoun Laurent, vice-président et président actif du FPI, a fait un communiqué dans lequel il soutient fermement l'action des jeunes, les invite à un peu de patience à l'organisation, comprend effectivement leur détermination à en découdre avec le parti qui est au pouvoir aujourd'hui, mais souhaite que éventuellement cette lutte-là soit organisée. Et elle soit organisée sous la direction effective de la CNC et de son leadership. Et je crois que c'est ce qui va se passer. Et finalement, la CNC a fermement condamné et entend suivre de façon très particulière ce qui s'est passé. Parce qu'avec l'assassinat du jeune Dié Raphaël, c'est un peu ce qui s'est passé dans la Côte d'Ivoire il y a quelques mois, quelques années en arrière, et c'est inacceptable. Et le fait que Ouattara n'a Dieu que contre les pro-Gbagbo prouve aujourd'hui qu'il est en train de donner le mauvais signal à ses partisans. Est-ce que vous avez l'intention, à la CNC, d'aller rendre visite à ces jeunes qui sont emprisonnés? Non, ce n'est même pas une question de leur rendre visite, c'est une question d'exiger leur libération. Nous avons demandé au gouvernement Ouattara, qui est finalement fautif dans cette affaire. Parce qu'une marche, c'est une expression démocratique. On ne peut pas arrêter quelqu'un parce qu'il fait une marche. On ne peut pas décapiter quelqu'un à coups de gourdin et de machettes parce que la personne est en train de marcher. Ouattara fait son investiture. Qui était là-bas pour le gêner? Personne ne l'a gêné. Pourquoi aujourd'hui il considère que les sorties officielles de l'opposition ont un caractère insurrectionnel? C'est tout simplement parce qu'il panique. Il pensait qu'il pouvait aller en roue libre, mais il se retrouve aujourd'hui face à des individus, face à une organisation, face à une méthode, et il est beaucoup troublé. Mais tout ce qu'on lui demande, c'est de se calmer et de constater les dégâts. Et voilà, et nous allons le pousser jusqu'à ce qu'il se rende compte que sa stratégie est fausse et nulle.
Et finalement, il sera amené à la table de négociation. On vous a très bien compris. M. Marcel Aïpo, la CNC a exigé lors de sa dernière conférence de presse à Abidjan que le régime crée les conditions d'élection justes et transparentes dans le souci d'éviter à la Côte d'Ivoire une autre crise post-électorale qui pourrait encore être plus dévastatrice que celle de 2011. Est-ce que vous croyez que la Côte d'Ivoire est prête pour aller aux élections dans 5 mois? Disons que nous, en tout cas, en ce qui nous concerne, nous, on est prêts. Parce qu'on sait qu'il n'y a aucune majorité pour gagner ces élections-là. Mais ce que nous sommes en train de voir, manifestement, c'est la mauvaise foi du pouvoir qui refuse de mettre en place les conditions minimales qui pourraient nous permettre d'aller à ces élections. Moi, je suis à Paris ici. Pour la région parisienne, on a 3 centres d'enrôlement. C'est un scandale. C'est pour dire clairement que M. Ouattara et ses SBI ne sont pas prêts à permettre l'expansion démocratique. Et c'est ce qui nous inquiète. Et nous souhaitons que Ouattara, qui clame sur tous les cieux qu'il a tellement bien travaillé, permette aux Ivoiriens de s'exprimer. Aujourd'hui, on dit qu'il n'y a rien en face, mais il n'y a rien en face, donc normalement on devait réunir de ces conditions-là. C'est une contradiction qui prouve clairement qu'aujourd'hui son pouvoir est aux abois. Mais nous souhaitons qu'ils prennent un peu plus de sérénité et qu'ils acceptent que dans tous les cas de figure, ce qui va se passer, ce sera une passation de témoins tout à fait civilisés. Parce que nous avons été éduqués à un certain nombre de pratiques, nous sommes des démocrates. Nous souhaitons que M. Ouattara permette au peuple de Côte d'Ivoire d'exprimer son indignation. Je vais vous donner par exemple le cas des gars de la ferraille d'Adjamé qui ont aujourd'hui subi la solution Ouattara avec 500 000 tonnes de ferraille qui sont sous la main, qui ne peuvent pas exporter tout simplement parce qu'il a donné l'exclusivité de l'exportation à un de ses amis libanais. Et aujourd'hui, quand nous avons discuté avec eux, ils ont beaucoup de regrets d'avoir contribué à la mise en place des FRC associés, c'est-à-dire ces jeunes qu'ils ont recrutés dans le cadre de la crise post-électorale pour attaquer les forces gouvernementales. Donc pour vous dire que même dans sa propre base, il a des problèmes et il souhaite véritablement créer des conditions de la chimie pour éviter qu'on aille à ces élections, mais nous sommes vigilants. Monsieur Joël Etienne, on revient à vous. Malgré les effets néfastes de la crise post-électorale, qui perdure aujourd'hui encore, notamment la fracture sociale, l'application d'une justice des vainqueurs et le transfèrement des hommes politiques ivoiriens dans une juridiction extérieure, notamment avec le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé, le président Ouattara a assuré récemment au palais de l'Élysée que les choses se déroulaient très bien en Côte d'Ivoire, que les élections seraient inclusives. Est-ce que vous y croyez? Bon, d'abord, Ouattara, il faut le dire clairement. Moi, c'est vous qui m'obligez à prononcer son nom. C'est un monsieur qui ne compte ni... Non, mais c'est le président de la République. C'est votre adversaire, vous êtes tenu de le nommer. Bon, le président ivoirien qui se promène un peu partout, on n'a pas encore les vraies raisons de sa venue en France, mais c'est le seul chef d'État africain qui n'est aimé nulle part, même de ses frères ou de ses pères. Et M. Ouattara ne peut pas se permettre de venir dire devant les Français que tout va bien en Côte d'Ivoire. Personne ne serait exclu. Il n'a qu'à libérer d'abord les prisonniers politiques. Parce que ce qui a été planifié, c'était le génocide de nos frères du centre-ouest et de l'ouest. Tout ce qui était Gbagbo ou pro-Gbagbo ne devait pas exister. Dieu merci, nous avons des vigilants comme les Martial Aïpo, les KKB, qui très tôt ont compris et ils se sont réveillés. Journaliste, ce métier que j'aime tant, je l'ai mis en veille pour m'habiller dans un costume politique. Est-ce que ça me sied ou ça ne me sied pas? Mais nous irons jusqu'au bout. Donc je voudrais aussi dire que celui qui ne signe pas l'achat de la CNC, c'est qu'il est contre les intérêts de la Côte d'Ivoire et des Ivoiriens. Je voudrais que les gens le comprennent très bien. Mais Ouattara ne peut pas choisir lui-même ses opposants. C'est la première fois dans l'histoire qu'un président lui-même se permet de dire « Bon, je choisis moi-même mon adversaire, qui est M. Afingessa. » Mais bon Dieu, Ouattara, il faut qu'il soit sur la terre des Ivoiriens. Il a fait ce qu'il devait faire. J'informe aussi, je voudrais lancer aussi cet appel à tous les Ivoiriens qui m'écoutent, à tous les amis de la Côte d'Ivoire qui épousent le combat, que Ouattara doit bientôt regagner la haie. Au moment où il part, Gbagbo lui rentre. C'est-à-dire qu'ils vont se changer. Peut-être dans l'avion, ils vont se faire... comment ça va se faire tout ça?
Mais d'abord, il faut que les Ivoiriens comprennent que pour battre, pour que tout cela soit effectif, il faut qu'il y ait un vrai président ivoirien, élu par les Ivoiriens. À partir de là, tous ceux qui ont été injustement incarcérés, on va trouver une solution. Il se trouve que quand on parle un peu de l'inéligibilité de Ouattara, il y a beaucoup de confusion. Il y a 2 arrêts. Et c'est ce qui est la jurisprudence. Moi, je suis enseignant à l'université. Donc, la jurisprudence, c'est les décisions prises par l'autorité judiciaire. Tiakone en 2000 et M. Vaudier en 2014. Et M. Vaudier a clairement dit qu'il ne faut pas confondre le président actuel et le potentiel candidat. Pour la raison tout à fait simple, que d'un point de vue purement scientifique, l'éligibilité d'un président de la République est déterminée par l'article 35 de la Constitution. Et c'est l'article 35 qui rend compte de l'éligibilité ou de la non-éligibilité d'un individu. Alors, on oublie souvent de dire qu'au nom de l'article 35 qui a été appliqué à Ouattara, des jeunes comme mon jeune frère Soro Guillaume ont pris les armes contre la Côte d'Ivoire. Et à Marcoussis, nous tous nous y étions, il a été clairement dit que le prochain président après les élections devrait changer la Constitution. Donc c'est à Ouattara qu'il faut poser la question, pourquoi il n'a pas changé l'article 35 conformément aux dispositions de Marcoussis qui lui ont permis d'être candidat aujourd'hui. Et s'il ne l'a pas fait, c'est la faute de ni la CNC, ni de qui que ce soit. C'est à lui de chercher à expliquer pourquoi aujourd'hui, nonobstant cet article 35, il considère que ça ne s'applique pas à lui. Nous, on est un peu choqués, parce qu'il y a eu entre-temps 30 000 personnes qui ont été tuées, violées, etc., etc. Il y a des jeunes qui sont marqués à vie parce qu'on considère que ce sont des rebelles. Et leur lutte, c'était par rapport à quoi? Donc, pour dire simplement que c'est parce que Ouattara a refusé systématiquement la procédure de la réconciliation nationale. Parce qu'il savait très bien qu'en cherchant à changer l'article 35, il lui fallait passer par un référendum. Or, ce référendum-là supposait l'inclusion de toute la classe politique ivoirienne, le non-transfèrement des babous, la non-arrestation des leaders politiques du FPI, et effectivement la mise en place d'un gouvernement de consensus national qui pourrait permettre éventuellement le changement de la Constitution. C'est parce qu'il savait que cette réconciliation avait des implications qu'il a refusé l'article 35. Alors, Vaudier a dit quelque chose en son temps. Et là, il faut que ça s'applique à lui. Il a dit, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Alors, nous, on n'est pas des juristes. Et la loi doit s'appliquer. S'il n'a pas changé l'article 35, mais tant pis pour lui. Oui, mais docteur Marcel Ahipo, comment est-ce que vous pouvez expliquer que le président Ouattara puisse se faire harakiri en s'éliminant lui-même alors qu'il Non, parce qu'il a pensé être plus malin que tout le monde. Voilà. Il a pensé que la stratégie politique de la belligérance permanente lui permettait de gouverner ad vitam aeternam. Il a pensé que la Côte d'Ivoire n'allait pas se réveiller. Il a pensé qu'il n'y aurait pas de candidat face à lui. Il a pensé que tous les Ivoiriens étaient corruptibles et qu'il pouvait payer tout le monde et puis on pouvait changer très loin. Mais il s'est trompé. Et aujourd'hui, il se rend compte que, visiblement, sa stratégie était nulle. Tout simplement parce que, tant qu'il n'a pas levé l'article 35 qui s'applique à lui, mais ce qui est dangereux, c'est que cet article 35, ça donne la possibilité au secrétaire général adjoint de MPCI, qui est M. Kone Mamadou, aujourd'hui président du Conseil constitutionnel, de rendre inéligible qui que ce soit. Vous comprenez? Donc l'article 35 peut s'appliquer de façon aussi politique contre nous. Donc si M. Ouattara suppose, comme il a dit à votre télévision, nous on a vu le spot, qu'il y a à avoir des élections inclusives, la première chose à faire, c'est de poser la problématique de l'éligibilité de qui que ce soit, à commencer par lui-même. S'il se rend compte que ce n'est pas possible, alors on crée les conditions d'un dialogue national. Ça suppose qu'il convoque les Ivoiriens, qu'on s'assied autour d'une table, qu'il libère les prisonniers politiques, qu'on discute des questions de fond. Et s'il faut décaler de quelques mois ces élections, on les décale. Mais on trouve d'abord des solutions politiques et ensuite on va à ces élections. Mais il n'est pas question de demander à Madou de considérer que, bon, Ahipo n'est pas éligible, Afi Nguessan est éligible, voilà. Non, ça ne va pas se passer comme ça. On n'en est pas encore là. Ah mais si, puisque aujourd'hui, notre propre organisation, qui est la CNC, qui souhaite organiser ne serait-ce que un petit meeting à Figayo, on qualifie ça d'insurrection. En quoi est-ce qu'un meeting est une insurrection? Oui, parce que les observateurs aussi considèrent quand même que c'est trop fort, parce qu'on on remarque que le RHDP est sur le terrain et vous ne pouvez pas bouger. Non, mais c'est tout simplement parce que Ouattara a peur. Quand ils vont dans les régions, ils rencontrent qui? Ils rencontrent des chaises vides, ils rencontrent des populations qui sont complètement désabusées,
par le mensonge d'État, par la manipulation des chiffres, parce que tout ce qui parle de, oui, croissance à 2 chiffres avec un surendettement du pays en 3 ans, vous pensez que les Ivoiriens ne sont pas conscients des travaux qui sont faits au niveau du pont, que lorsqu'il y a un petit vent, hein, c'est l'inondation totale. C'est ça la qualité? C'est ça l'émergence? Non, vous pensez que les Ivoiriens ne sont pas idiots. Les Ivoiriens savent très bien ce qui se passe. Ils souhaitent que Ouattara, pour une fois, respecte sa parole. Il a dit, il voulait un mandat. Il a eu un mandat. Les Ivoiriens ont souffert. Ils attrapent leur cœur. Ils souhaitent que, bon, ce monsieur se rende compte que en 5 ans, il a fait ce qu'il pouvait faire. Mais il n'a qu'à prendre ses clics et ses cracks, retourner à Mougé et puis faire du business là-bas. Mais la Côte d'Ivoire, c'est pour faire la politique. On vous a très bien compris. Joël Etienne, on va revenir à vous. Vous êtes militant du PDCI, un militant très actif, comme je l'ai dit tantôt. Il faut préciser, hein, parce qu'il y a plus de PDCI maintenant. Oui, on va le préciser, le PDCI RDA, parce qu'aujourd'hui on parle de PDCI RDR, donc vous êtes militant du PDCI RDA. L'appel de Daoukro a vraiment créé une grande scission dans votre parti. Vous qui êtes contre cet appel, comment est-ce que vous avez accueilli ça? Et quel est aujourd'hui l'appel que vous lancez aux militants qui sont aujourd'hui déboussolés? D'abord, M. Bédier, j'ai cherché son livre « Le chemin de ma vie », malheureusement, je n'ai pas trouvé. Là-dedans, il a dit que Ouattara n'était pas ivoirien. Les raisons pour lesquelles M. Bédier a tenu cet appel, a lancé cet appel de Daoukro, je fais partie des premiers qui avaient réagi automatiquement pour dire que ça n'engage que lui. Le PDCI est très très mal en point en ce moment. C'est pour cette raison que je voudrais lancer un appel à tous les candidats issus de ce parti de prendre leurs responsabilités, de ne pas regarder le comportement du directoire actuel du PDCI RDA, de rassembler tous les militants autour de cette belle famille politique qui a quand même l'expérience de la gouvernance pendant près de 40 ans. Un tel parti ne peut pas être à la botte des belligérants, des agresseurs, des imposteurs. Mais c'est la première fois que le PDCI n'aura pas un candidat officiel. C'est quand même surprenant. C'est surprenant. C'est surprenant pour Bédier. C'est lui qui a lancé son appel. Mais Bédier ne fait pas la majorité du PDCI RDA. Si Bédier faisait la majorité, des gens comme les KKB, les Siamara, les Charles Konan Bani, les Kablambrou Jérôme, ils ne se seraient pas levés quand même pour dire mais non, où Bédier nous amène. Ça veut dire que Bédier, je le disais tout à l'heure, on ne peut pas prendre du vieux pour faire du jeune. Il a fini. D'après les informations qui me sont parvenues, les gens que j'en reçois, hein, pour me demander non, de mettre balle à la tête et tout, j'ai dit, il faut que le président Bédier se ressaisisse pour se dire que j'ai fait une erreur politique au soir de ma vie, je ne vais pas encore revendre le pays. Mais cette rancune que le président Bédier a, parce que monsieur a été chassé du pouvoir, les Ivoiriens ont dansé, alors monsieur revient, il faut qu'il rende sa monnaie. Mais tu vas rendre la monnaie pendant combien de temps? Pendant que tout le peuple de Côte d'Ivoire souffre. Bédier va avoir ça encore sur la conscience. Qu'est-ce qu'il dirait à Houphouët-Boigny si demain, son temps était arrivé de rejoindre le delà et qu'il rencontrait Houphouët-Boigny en chemin? Houphouët-Boigny lui demande, je t'ai laissé la Côte d'Ivoire, c'est dans quel état tu l'as laissé avant de venir? Il va dire quoi? Si Bédier et Ouattara ne croient pas en Dieu, moi je crois en Dieu. Aujourd'hui, pas aujourd'hui, chez nous en Afrique, on dit les morts ne sont pas morts. Je dis simplement ça à Bédier, qu'il réfléchisse et que là où on s'en va, ce n'est pas bien. Dans tous les cas, il a su son chemin. Des gens comme nous, frondeurs, on nous a trouvé toujours des slogans, on les assume. Mais je demande à M. Kakabe, je demande à M. Bani, à M. Essi Amara, Kablambrou Jérôme, de se réunir rapidement pour mettre de l'ordre dans cette famille politique qui souffre encore plus que d'habitude. Voilà l'appel que je voudrais lancer. On a très bien compris votre appel. Monsieur le docteur Marcel Aïpo, vous avez parlé tout à l'heure du président Laurent Gbagbo. On s'est rendu compte que la Haye est devenue un lieu de pèlerinage. Vous n'y êtes pas encore allé? Non, pas encore. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui bloque chez vous? Non, rien ne bloque. J'ai éventuellement demandé, j'attends son accord avant d'y arriver. Deuxièmement, je pense que le combat qui doit être le nôtre, c'est de tout faire pour que l'État de Côte d'Ivoire soit libéré. Et comme je l'ai toujours dit aux responsables du FPI, je ne me suis jamais assis avec Laurent Gbagbo. Pendant toute ma jeunesse en tant que responsable, j'ai toujours travaillé et il sait que quand je travaille, ça lui profite. Voilà, et c'est ce travail que je suis en train de faire. Donc ce n'est qu'un
une question. Non, il n'y a pas de problème. Je pense que quand je le verrai, il sait très bien. Dans tous les cas, on ne communique pas, personne interposé. Voilà. Mais je vais y aller pour lui donner les résultats du travail que je suis en train de faire. Marcel Aïpo, avant qu'on se quitte, on va vous poser une question qui va vous sembler peut-être difficile, mais si le président Alassane Ouattara n'accepte pas les conditions que vous avez posées, vous êtes candidat, est-ce que vous irez quand même aux élections? Parce que vous demandez que la commission électorale indépendante soit dissoute. En fait, vous demandez un certain nombre de choses. Si tout cela n'est pas accepté, est-ce que vous irez coûte que coûte à ces élections? Non, je pense que la charte est claire là-dessus. Il ne peut pas y avoir d'élection sans conditions inclusives, sans conditions de transparence. Mais en même temps, il faut que ce soit clair dans la tête de tout le monde. C'est que nous aussi, nous ne pouvons pas accepter qu'on organise des élections qui ne sont pas à l'image de ce que nous avons souhaité. Donc, la sagesse veut qu'à un moment donné, on se rende compte qu'on peut s'asseoir. Nous souhaitons en tout cas qu'on s'asseye et qu'on trouve une solution à ce qui va se passer en Côte d'Ivoire. Malheureusement ou heureusement, j'espère en tout cas que le président va entendre notre voix et il viendra à la discussion. Nous ne sommes pas dans une logique de belligérance, bien au contraire. Nous souhaitons que dans la paix, dans la sérénité, on puisse discuter. Vous savez, nous sommes aujourd'hui dans une position extrêmement confiante parce que le bilan de Ouattara parle de lui-même et on attend que le moment pour éventuellement lui permettre de ranger tranquillement ses bagages de la présidence et prendre la route de Mougins, là où il doit résider. Après, si éventuellement il ne se met pas dans une logique qui serait un peu fâcheuse. Docteur Marcel Aïpo, merci beaucoup. Merci d'être passé sur notre plateau. Je vais juste dire un petit mot en direction de mon épouse. Vous savez, c'est le devoir qui me maintient ici. Ça fait quand même aujourd'hui 18 juin, pratiquement 21 ans que nous sommes mariés et à cause des activités des Joël Etienne, de la CNC, vraiment je n'ai pas pu être à ses côtés. Je lui demande de bien vouloir m'excuser. Je l'aime très bien, je l'aime très fort. Je sais qu'elle a pris tous les coups pendant ces 25 années. Mais c'est pour le combat que je le fais. Je lui demande de bien vouloir me pardonner. Madame a très bien compris le message. Merci, docteur. Et on vous souhaite vraiment un joyeux anniversaire de mariage. Joël Etienne, c'est par vous qu'on va conclure. Vous avez été élu coordonnateur général de la CNC France. C'est vous qui êtes à l'honneur. Quel est votre mot de fin? Je voudrais demander à tous les Ivoiriens, quand on entend le docteur Marcel Aïpo s'exprimer, nos amis ont pris de la hauteur, de la maturité, de la sagesse. Ils peuvent gouverner cette Côte d'Ivoire pour nous permettre de retrouver encore notre havre de paix. Mais on ne peut pas le faire dans le désordre. Il faut que nous soyons unis. C'est ensemble unis que nous pouvons être forts. Moi, je crois fermement à la détermination et à la relève, à l'héritage et à la formation politique de nos frères, les Marcel Aïpo, les KKB, ainsi de suite, encadrés par leurs aînés. Je dis que nous avons tout pour que la Côte d'Ivoire redevienne la Côte d'Ivoire. Car ce pays-là, si on ne fait rien et que Ouattara prend un deuxième mandat, non seulement c'est l'état civil de notre pays qui va s'envoler, les Ivoiriens ne seront plus en paix, et j'ai bien peur que d'ici peut-être 10-15 ans, on se retrouve, on crée encore la Palestine et l'Israël en Afrique noire. On vous a très bien compris, téléspectateurs d'E21 TV, merci pour votre fidélité. Nous recevions, dans le cadre de notre émission directe présidentielle, Joël Etienne qui est le nouveau coordonnateur général de la CNC France, et il avait en sa compagnie Dr Marcel Aïpo, qui est le président de l'UDL. Merci d'être passé et on se retrouve pour un prochain numéro. Je vous salue et à bientôt. Merci beaucoup. Merci.